Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler de Arthur Malédiction, un film de Barthélemy Grossman, ou peut-être de Luc Besson, qui reprend la mythologie célèbre et célébrée d'Arthur et les Mini-Morts et les Mini-Moy. Bref, de quoi c'est-il que ça cause? C'est l'histoire donc d'une bande de jeunes gens qui avoisinent les 18 ans, qui sont des fans, notamment notre héros, des fans hardcore d'Arthur et les Mini-Moy, on est donc dans un film de science-fiction, et qui, pour faire plaisir à l'un d'entre eux, décide pour son anniversaire, c'est 18 ans justement, d'aller passer un week-end sur le lieu de tournage de cette célèbre trilogie du cinéma. Hélas, quand ils vont arriver, tout ça va partir en cacahuète et des gens vont commencer, des gens ou des créatures, on ne sait pas, vont commencer à les attaquer et à les faire devenir morts. Voilà pour la base de ce film qui, vous vous en doutiez après avoir vu la bande-annonce, vous vous en doutiez parce qu'il est produit par Luc Besson, est un espèce d'étron goldé comme on en voit une fois toutes les décennies. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, si vous voulez voir ce long métrage, c'est un peu comme ralentir devant un accident, c'est un petit peu comme verser du débouche-évier sur les muqueuses de votre grand-mère, c'est un petit peu comme rentrer les poils à sa cousine, c'est rigolo sur le papier, mais en vrai c'est parfaitement dispensable. Parce qu'on parle d'un film, si vous voulez, qui est un espèce de navet terminal, comme une grosse métastase, mais qui n'a même pas la politesse d'être un nanar. Ça n'est jamais drôle, il n'y a jamais de quoi se moquer, c'est juste un élan de médiocrité comme on en voit très rarement. Et pour cause, le film s'est mis en tête, je pense, de répondre à une question philosophique qui anime depuis maintenant de nombreuses années cinéphages, cinéphiles et youtubeurs, à savoir, les films de Luc Besson sont-ils nocifs, sont-ils toxiques, peuvent-ils faire du mal à des gens humains de la réalité véritable? Le film répond sans embâche, sans aucune ambiguïté, en nous montrant bien que tout simplement des gens qui n'ont d'autre raison d'être que de nous faire acheter des goodies Arthur et les Mini-Moy, vantons encore des goodies Arthur et les Mini-Moy, parce que les 30 premières minutes du film ne sont consacrées à peu près qu'à ça, nous faire une espèce de catalogue en live de tout ce que vous pouvez acheter ou revendre sur Arthur et les Mini-Moy. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à ces gens? Ces gens, manifestement, sont idiots, à en juger par l'incohérence totale qui anime ces protagonistes. Ces personnes ne s'apprécient pas vraiment parce qu'elles sont incapables d'être solidaires, de s'entraider. Elles sont sans doute, probablement schizophrènes, à en juger par leur personnalité changeante d'une scène à l'autre. Et surtout, chacun de ces personnages constitue un énorme doigt d'honneur adressé à Darwin. En effet, on a beaucoup de mal à comprendre comment chacun a réussi à survivre à l'adolescence, étant donné la quantité d'erreurs et de trucs débiles qui régissent leur cerveau, mais il n'empêche, ces personnages sont arrivés jusque-là, ils vivent par et pour un long métrage de Luc Besson, et ben qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien croyez-moi, ils se font équarrir façon une tronçonneuse avariée quoi. C'est un cauchemar de nullité. On parle quand même d'un espèce de proto-slasher qui voudrait être un truc un peu méta, rigolo, post-ado, marrant, un truc un peu fun quoi, une sorte de Goonies qui rencontrerait Scream. Bon bah il faut quand même bien voir que on commence seulement à découper du personnage après 40 minutes, faut se taper 40 minutes de faux teen movie abominable de clichés et de stéréotypes, parce qu'on est quand même devant un récit dans lequel on a le noir qui vient de banlieue qui fait des fautes de français, l'horrible geek autiste, parce qu'il est vraiment caractérisé comme ça, je ne dis pas ça moi pour caractériser ce type de personnage, c'est vraiment ce que le film nous dit, un personnage donc d'espèce de geek renfermé sur lui que vous avez vu 200 fois, l'innocent débile, la jeune première sexy dont on se dit parfois qu'elle est un peu dirigée comme dans un porno bulgare. C'est assez curieux pour un film d'adolescent, mais que voulez-vous, les productions Besson sont ce qu'elles ont toujours été. Et puis ensuite, eh bien, le film avec une espèce d'opportunisme et de médiocrité technique absolument affolante va se charger d'écourter l'existence de ces personnages. Hélas, même là, il est incompétent, il est incapable de surprendre, de créer la moindre excitation, émotion. Et pourquoi? Parce que je fais l'hypothèse, et c'est bien une hypothèse évidemment, que ce film n'a été ni écrit, ni mis en scène. Il n'est pas écrit parce qu'on constate à plein de moments que les scènes sont parfaitement incohérentes, qu'il n'y a pas de dialogue. Si vous avez déjà fait des courts-métrages avec vos potes quand vous étiez ado, si vous avez déjà fait peut-être des courts-métrages en colo, que vous y été du côté des adultes ou des enfants, vous savez ce que c'est un moment que de se retrouver devant une scène, on se met tous devant la caméra pour qu'on voit tout le monde à l'image, et puis on fait dire à l'un « moi je vais aller chercher le goûter », l'autre fait « ah bah moi je vais aller monter la tente ». Il n'y a aucun sens dans l'écriture, on ne ressent jamais la personnalité des protagonistes à travers ce qu'ils nous disent, tous les dialogues sont au mieux fonctionnel, au pire totalement abscons. On sent qu'il n'y a aucune gestion de la géographie ni rien. Alors le film a un budget modeste, de mémoire c'est 2,4 millions d'euros, mais en réalité 2,4 millions d'euros quand vous n'avez pas de tête d'affiche et un décor unique, c'est tout à fait gérable de faire un film techniquement et artistiquement correct dans ces conditions-là. Beaucoup l'ont fait et le feront encore. Bah là ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois je fais le pari que le film n'a pas été écrit. Par exemple, le film est censé se dérouler dans les décors, dans la maison où ont été tournés Arthur et les Mini-Merdes. Et bah dites-vous qu'à aucun moment on utilise cette maison. On a une petite visite guidée au début du film, puis ensuite tout va se passer autour des tentes, dans la forêt, enfin voilà, ça n'a
aucun sens, c'est-à-dire qu'on pose un principe qu'on n'utilise pas, et évidemment, comme d'hab. On se dit aussi, en voyant la mise en scène, que jamais on n'a pensé à ce qu'on allait filmer. Et moi, je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas eu de metteur en scène. C'est-à-dire que, est-ce que le réalisateur, qui officiellement, Barthélemy Grossman, a fait le long métrage, est-ce qu'il a été remplacé en cours de tournage? Est-ce que Luc Besson a mis la main sur l'entreprise? Est-ce que, tout simplement, le film était à ce point-là impréparé qu'à aucun moment on a pu se dire, tiens, on va faire ce plan-là pour que ça raconte telle chose, que ça engendre telle atmosphère, que ça déclenche telle émotion chez le spectateur? Je suis incapable de vous le dire bien sûr, mais manifestement on sent que tant au niveau de l'écriture, de la production que de la mise en scène, il y a eu un chaos à peu près total sur ce film, qui explique aussi pourquoi tout le monde joue à ce point-là mal. Je pense pas que ces comédiens soient plus mauvais que d'autres, loin de là, je dirais même déjà, ils ont pour eux d'avoir vécu si jeunes un véritable chemin de croix. Dites-vous que ces pauvres chouchous, c'est un peu comme si c'était retrouvé 33 jours de tournage dans une turbine à viande dans laquelle on aurait jeté des grenades de phosphore, et ils sont toujours vivants. Alors on leur souhaite et on souhaite à leur carrière de réussir à s'en tirer, et surtout ils ont réussi à aller au bout de l'entreprise alors que leurs personnages ne sont pas écrits, qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de situation. C'est incroyable, il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Je pense que, quelles sont les raisons de le voir? Le masochisme. Si vous aimez souffrir, je veux dire, il n'y a pas de problème, vous prenez des aiguilles, vous les mettez sous vos ongles, vous prenez, vous savez, un peu de soude caustique, vous la mettez sur le siège du cinéma, vous enlevez votre bermuda, hop, vous vous asseyez, puis pendant le visionnage, vous vous faites macérer tout ça, vous avez passé un excellent moment. Voilà, mais ça, c'est un kink un peu particulier. Non, le film peut être intéressant, effectivement, si vous êtes curieux de voir un long métrage dont on sent, dont on voit en coulisses que toute la production a explosé en vol. En gros, dites-vous bien que ce film, c'est l'équivalent du film Coupé de Hazanavicius, où on voit un tournage qui part à volo, et bah ça, c'en est l'incarnation exacte. C'est la première partie de Coupé que vous avez devant vous. Donc ça en fait un objet qui peut être intéressant pour les cinéphiles qui voudraient voir ce que c'est qu'une catastrophe, c'est comme ralentir devant un accident. Moi je trouve que le film illustre, parce que le film a été lancé très très vite, hein, la production, le projet sont nés pendant le confinement, donc il n'y a pas très longtemps, en pleine crise sanitaire, et c'est pas évident de lancer, d'exécuter, de post-produire et de sortir un film en si peu de temps. En fait, pour moi, ça illustre une problématique sur laquelle on va revenir à écran large parce que je la trouve passionnante, c'est, je vais la dire de manière un peu bourrine, hein, est-ce que les entrées ne s'écroulent pas actuellement parce que les films sont nuls? Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de bons films. Il y a toujours des films que les gens adorent. Regardez le dernier Spider-Man, regardez Top Gun. Il y en a, mais il y en a peu. Il y a toujours des films brillants. On était avec Alexandre à Cannes il y a quelques semaines et on a vu des merveilles qui vont sortir là dans les jours et les semaines qui viennent. On vient de faire une vidéo sur Decision to Live de Park Chan-wook qui est une merveille, mais ces merveilles sont plutôt des œuvres de niche qui s'adressent à un public de cinéphiles pas pointu, on va dire, mais voilà, qui s'adressent à des spectateurs qui ont envie d'aller chercher, d'aller creuser. Mais en revanche, quand on commence à parler du cinéma de divertissement international, hein, aussi bien français qu'anglo-saxon, en général, il reste bien quelques blockbusters, encore ils sont relativement médiocres, mais là où il y a une espèce de déperdition en termes de savoir-faire qui est énorme, j'ai envie de dire c'est les films, ce qu'on appelait les films du milieu. Des films moyenne gamme, en termes de budget, hein, je parle pas de qualité. C'est-à-dire des films qui, au-delà des gros blockbusters, au-delà des énormes flambeaux qui attirent tout le monde, qui doivent assurer un fond de roulement, qui doivent amener des innovations, qui doivent plaire à un certain nombre de spectateurs et qui sont en fait les vraies locomotives un peu plus discrètes de la fréquentation des salles. Parce qu'il y a plein de fois où vous vous dites pas, tiens, je vais voir cet événement que j'attends depuis très longtemps, je vais pas voir Avatar 2, Doctor Strange 12 ou que sais-je. Vous vous dites, tiens, j'ai envie d'aller au cinéma. Qu'est-ce qui passe? Et là, bah, normalement, ou du moins traditionnellement, on avait toute une gamme qui vont aussi bien de la comédie, au thriller, au polar, à la science-fiction, au film d'horreur, bref, ce que vous voulez. Vous aviez toute une gamme de divertissements qui n'étaient pas des super productions ni des micro-films indés pour personnes qui sont curieuses un peu d'expérimenter, qui étaient tout simplement le milieu, cette masse au milieu, qui sert à renouveler les formes, à attirer les gens, à faire un fond de roulement presque, on pourrait dire, aussi bien d'œuvres que de spectateurs. Et on peut se demander si aussi bien l'avènement des plateformes que la crise de la Covid, que certaines méthodes de fabrication et de financement du cinéma qui peut-être arrivent en bout de course, si tout ça n'aboutit pas à une espèce de crise structurelle dans laquelle ces films du milieu, sur lesquels on revient depuis des années en disant qu'ils sont menacés. Il faut dire qu'en France, si ma mémoire est bonne, la première tribune sur ce sujet, elle date de 2007. C'est dire, eh bien, tout simplement, ces films sont en train d'avoir de plus en plus de mal à se produire. Ceux qui les fabriquent ne sont plus toujours certains d'à qui les adresser. Ceux qui doivent les marketer eux-mêmes se demandent comment toucher le public. Bref, je me demande si la vraie crise du cinéma, ou la plus profonde, ne se trouve pas là. Et c'est une question peut-être à laquelle il va falloir répondre, mais certainement pas avec Arthur Malédiction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, par pitié, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, évidemment, mais aussi à Écran Large. On a un abonnement premium sur le site qui permet à tous ceux qui nous aiment, qui nous apprécient, qui veulent nous soutenir, mais aussi qui en ont les moyens, pour quelques euros sonnants et trébuchants, eh bien, de rejoindre la communauté premium
Premium, cette communauté Premium, elle reçoit en exclu 4 articles par semaine, des articles qui reviennent sur des œuvres, sur des auteurs qu'on adore, dont on a envie de se rappeler, qu'on a envie de célébrer ou qu'on a envie de faire redécouvrir. Ces derniers jours, on a parlé de PTU, on a parlé de La Cité de l'Indicible Peur ou de Session 9, donc des thrillers, des films d'horreur, des films inclassables, bref, plein de créations variées et diverses qu'on a envie de mettre à votre disposition. On vous embrasse, on vous aime, et si jamais vous avez détesté cette vidéo, n'hésitez pas à m'insulter, tapez donc sur ma maman parce que moi je m'occupe de la vôtre.